Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de mois, comme chaque début de mois, pour voir ensemble ce qu'on peut faire au potager pendant tout ce mois, les semis, les plantations. Si vous êtes, j'imagine que si vous êtes en France, vous avez eu, comme un peu tout le monde, une météo assez pourrie jusqu'à présent. Ici dans le sud, vous voyez qu'aujourd'hui, 31 janvier, on a un ciel gris comme on a depuis quelques jours. On a du froid, on a de la pluie. Là, je suis sorti entre deux averses pour essayer de vous faire cette petite vidéo. Dans le sud, c'est pas terrible. Dans le nord, du côté de Rennes, j'ai évidemment une pensée amicale pour tous les gens qui sont dans les inondations. C'est vrai il y a certaines régions où il y a des vrais problèmes climatiques. Donc pensée amicale pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Et puis si vous avez la possibilité de commencer vos semis, vous pouvez les commencer en intérieur. Par exemple, les poivrons, les aubergines sont des solanacées qui mettent un peu plus de temps à se développer, donc on peut les commencer en intérieur. On peut aussi commencer à faire en extérieur des choses comme des poireaux, des petits pois, des laitues. Enfin, j'ai commencé à faire tout ça, donc je vais vous montrer ça immédiatement. Et puis, dans la deuxième partie de cette vidéo, pour ceux qui débutent dans le potager, je vous remettrai une vidéo que je l'ai fait il y a quelques temps concernant les semis, les 10 erreurs à éviter pour réussir ces semis. J'avais fait une petite compilation de toutes ces erreurs de débutants. Et donc, vous pourrez regarder ça dans la deuxième partie de cette vidéo si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo. Donc, pour l'instant, je vous montre ce que j'ai déjà fait. C'est parti. En même temps, je vous dis que je vous montre ça, il n'y a pas grand chose à voir. Pour l'instant, j'ai des barquettes, ça c'est ce que je vous recommande, de faire vos semis dans des barquettes de poissonniers. Là, j'ai commencé à faire quelques laitues. Alors là, bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Mais je vous montrerai ce que ça donne dans quelques temps. Ici, j'ai fait une barquette de poireaux. Pareil, je vous ai mis dans ma vidéo du mois dernier tous les détails sur la culture du poireau. Donc c'est important de commencer à faire ces semis tôt, parce que comme vous le savez, les poireaux font poireauter. Et donc plus on sème tôt, plus on peut avoir des choses intéressantes. Donc voilà pour les premiers semis que j'ai commencé à faire. C'est pas énorme, on va pouvoir commencer aussi à faire des petits pois, des fèves, des choses comme ça. Mais je vous montre tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et pour l'instant, c'est assez limité vu le mauvais temps qu'on a dans le sud. Il y a une chose qu'on peut faire aussi, si on est comme moi, red dingue des avocats, des avocatiers, c'est commencer à mettre tous les noyaux d'avocat que vous mangez au cours de l'hiver, vous les mettez dans une petite barquette, pareil, avec un peu de terre. Vous voyez que celui-ci a démarré dès le début de la saison dernière, donc il est un peu en avance, hein, il passe un hiver au froid, mais bon, tant pis pour lui. En tout cas, vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de semis d'avocatiers, on les met dans une barquette au froid, comme ça on les laisse passer l'hiver. Et puis au printemps, il y en a qui démarrent, il y en a qui démarrent pas. Mais toujours est-il que chez moi il y en a pas mal qui ont démarré, puisque vous voyez celui-ci par exemple qui a 1 an, celui-ci qui doit avoir peut-être 1 an aussi. Et puis ça, c'est les avocatiers que j'ai semés il y a 2 ans. Vous voyez que je les ai mis en pleine terre. Et dès que vous mettez un avocatier en pleine terre, dans une région où il ne gèle pas trop, évidemment, il ne faut pas qu'il fasse moins 4, -5. Dès que vous mettez un avocatier en pleine terre, vous voyez qu'il se développe très bien, puisque ces avocatiers, ils ont 2 ans. 2 ans et demi peut-être. Et vous voyez qu'on a déjà un tronc correct, on a des plants qui font environ 2 mètres. Alors pour l'instant, je ne les ai pas greffés, peut-être que je vais les greffer au mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est la bonne période pour greffer les avocatiers. En tout cas, vous voyez que on peut tout à fait semer des noyaux d'avocat et obtenir en 5, 6, 7 ans des avocats tout à fait agréables, même sans greffer, parce qu'on dit souvent oui, mais si on greffe pas, c'est pas bon. Et ben non, j'ai autour de chez moi, du côté de Cannes, une bonne dizaine, voire une quinzaine d'avocatiers qui sont juste des semis et qui donnent des avocats excellents, donc n'hésitez pas à semer des noyaux d'avocat. Alors une des choses qu'on peut faire aussi en cette période, c'est repiquer les artichauts. Vous voyez que j'avais des plants d'artichauts que j'avais fait dans des pots l'année dernière qui se sont pas mal développés. Mais bon, dans un pot, un artichaut peut produire évidemment moins qu'en pleine terre. Donc on peut les passer en pleine terre, c'est ce que j'ai commencé à faire ici. Donc au passage en pleine terre, il faut un peu les ratiboiser parce que sinon ils ont du mal à récupérer la transplantation, ils souffrent un petit peu, donc il faut un peu les ratiboiser. Donc j'ai commencé à faire ça cette semaine, à les mettre en pleine terre. Mais vous voyez qu'on a eu quand même des grosses pluies, et évidemment il ne faut surtout pas travailler la terre quand elle est pleine d'eau comme ça. Vous voyez que j'avais commencé à faire un trou ici pour planter le 4e artichaut, et avec toute l'eau qu'on a eue, mon trou il est plein d'eau, puisque j'ai une terre très très argileuse. Alors ce que je fais pour planter mes plants, c'est que je fais des grands trous à l'intérieur, et je mets du fumier, du compost. Mais là il a tellement plu que mon trou est plein d'eau, et c'est pour ça que quand toute cette eau va avoir été absorbée par le sol, je vais faire un système de puisard, c'est-à-dire qu'avec ma tarière qui est là, vous voyez, la tarière c'est ça, je vais faire un trou encore plus profond sous ce trou là, de façon en mettant des cailloux à l'intérieur, de façon à ce que quand l'eau tombe comme ça en grande quantité, le puisard puisse absorber l'eau et évacuer l'eau, parce que si vous laissez vos plants mariner dans l'eau comme ça, ils vont pourrir. Donc vous avez intérêt à faire du drainage pour que l'eau puisse évacuer par le puisard et que vos plantes puissent prospérer sans baigner les pieds dans l'eau pendant trop longtemps.
Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que l'année dernière j'ai creusé des tranchées dans mon argile à la main. Je me suis pas mal cassé le dos parce que c'est vrai que c'est de la grosse argile verte bien compacte, bien compliquée. Donc j'ai pu faire ces lits de plantation qui sont pleins de matière organique. Donc ça a très bien poussé l'année dernière, mais je me suis quand même beaucoup fatigué à faire ces trous. Donc cette année j'ai pris l'option mécanique, c'est-à-dire que j'ai fait venir une pelleteuse qui a fait les tranchées pour moi. Donc des tranchées d'environ 1 mètre de largeur sur 20 à 30 cm de profondeur. Et toutes ces tranchées qui sont là, alors la pelleteuse a fait, bon j'ai pris une journée de pelleteuse, ça va coûter peut-être de 300 €, mais ça permet d'avoir des zones de culture pendant longtemps et puis ça vous permet de ne pas vous casser le dos, surtout quand vous avez une grande surface à faire comme ça. La terre on l'a mis un peu au-dessus, ouais, elle est là, mais ça permet d'avoir des tranchées, d'avoir plus qu'à les remplir. Alors après, une fois qu'on a fait tout ça, bah on a ces tranchées vides. Évidemment, on va les remplir. Et pour les remplir, voilà comment j'ai procédé. Alors voilà, quand vous faites des grandes tranchées chez vous, que vous avez besoin de les remplir de bonne terre, et bien vous allez dans le centre équestre le plus proche de chez vous avec tous vos vieux sacs de terreau et vous les remplissez. Et d'ailleurs, je dois remercier mon ami Maxime qui m'a aidé à faire ce chargement parce que ça n'a l'air de rien. Mais remplir comme ça un kangou avec quasiment 2 mètres cubes de fumier, bah, ça a l'air de rien, mais c'est du boulot. Et donc, merci Maxime pour l'aide de cette semaine. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on va bien voir. Non, je ne pourrais pas bien vous montrer. Mais enfin, c'est un bon fumier, hein. Bien décomposé. Et vous voyez, donc ce genre de fumier comme ça, une fois que vous allez le mettre dans vos tranchées, bah, vous pouvez planter carrément dedans, peut-être en mettant un peu de terreau en plus au moment de la plantation. Mais ça permet vraiment d'avoir un très bon sol, remplacer une argile pourrie par un très bon sol et donc avoir de très bons légumes. Donc tout ce fumier qui est là, ça va se convertir en tomates, en courgettes, en poivrons, et donc ça vaut vraiment le coup de contacter le centre équestre. En général, ils sont ravis de vous donner leur fumier parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Voilà donc pour les premières choses qu'on peut faire début février, c'est vraiment le début de la saison. N'hésitez pas, parce que vraiment le point crucial des différentes choses qu'on a vues, c'est d'enrichir votre sol. Alors soit vous débutez un potager, vous avez un sol qui est très riche parce que vous aviez, c'était une friche et puis il y avait en général un sol qui n'a pas été exploité, il est riche au départ. Donc dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement vous abstenir d'aller chercher la matière organique. Mais dès que vous avez cultivé 2-3 ans, bah, vous avez pompé des nutriments dans le sol. Donc vous avez besoin de recharger votre sol en nutriments. Et vraiment, la méthode du centre équestre et du fumier de cheval, ou alors si vous avez un éleveur de bovins à côté de chez vous, le fumier de vache c'est aussi très bien. Enfin bref, apportez de la matière organique à votre sol, parce que si vous faites un potager depuis 1 ou 2 ans ou 3 ans et que vous n'avez jamais rechargé en matière organique, vous allez voir que vous allez avoir des récoltes qui vont vraiment se restreindre de façon importante au fur et à mesure. Alors souvent les gens se disent ah ben j'ai eu la chance du débutant, et puis après ça décline. Maintenant c'est juste que vous n'avez pas rechargé votre sol en matière organique. Voilà donc pour les conseils. Vous avez vu ce qu'on peut semer, vous avez vu ce qu'on peut planter. Les artichauts c'est toujours sympa. Et puis maintenant, bah, si vous avez acheté vos graines, hein, puisque vous savez que, comme je vous recommande chaque année, c'est de vous fournir en graines, notamment chez Lidl, même si cette année les prix ont pas mal augmenté. Je vous refais pas une vidéo là-dessus parce que il y a déjà eu plusieurs vidéos sur ce sujet. Les graines de Lidl ont augmenté cette année. Mais si vous n'achetez pas de variétés un petit peu recherchées et que vous avez juste besoin de quelques graines de tomates, poivrons, courgettes, enfin des choses basiques, comme vous ne payez pas de frais d'envoi en allant chercher vos graines chez Lidl, même avec l'augmentation, ça reste toujours intéressant. Et puis après, si vous voulez des choses plus compliquées, vous pouvez aller sur des sites internet, notamment par exemple, je pense à Tomatofolie, qui est un site que j'aime bien d'un monsieur qui s'appelle Yannick, qui est un monsieur qui a lancé une petite activité comme ça de revente de graines. Donc si vous cherchez des tomates un petit peu originales pour pas trop cher, allez jeter un coup d'œil sur Tomatofolie. C'est pas un partenariat, mais je l'aime bien, donc j'en parle. Voilà, donc maintenant, si vous avez vos graines et que vous débutez dans le potager, vous cherchez à savoir comment les semer, je vous remets cette petite vidéo que je l'ai fait il y a quelques temps, pas mal, 2-3 ans déjà, pour vous expliquer les 10 erreurs à éviter pour faire ces semis. Je vous laisse regarder ça. Aujourd'hui, je vous propose de parler semis et des principales erreurs à éviter pour ne pas rater ces semis. Alors c'est vrai que quand on débute, on a l'impression que le semis c'est très simple, hein, on prend une graine, on la met dans la terre, on met un peu d'eau, et puis c'est terminé. Mais non, il y a un certain nombre de règles à respecter pour ne pas rater ses semis, parce que c'est vrai que rater ses semis, ça pose quelques soucis. D'abord, ça fait des dépenses. On met des graines et on les perd, et donc on a perdu des sous. Ça fait un problème de timing. C'est vrai que chaque graine a son moment de plantation, et si on rate ses semis, bah, ça décale d'autant les plantations, et du coup, on peut avoir des problèmes de délai de maturité de certains légumes, certains fruits. Donc si vous êtes un jardinier expérimenté, vous n'apprenez peut-être pas grand-chose, parce que toutes les choses dont on va parler aujourd'hui, les jardiniers expérimentés les connaissent déjà, mais si vous débutez, on va parler de substrat, on va parler de lumière, on va parler d'arrosage, on va parler de niveau de plantation, est-ce que vous plantez profond, pas profond, serré, pas serré, bref, on va voir tous ces petits détails qui ont leur importance.
Alors la première erreur qui se pose quand on fait du semis, c'est les problèmes de mauvais timing. C'est vrai que chaque espèce a un timing particulier, a une date de semis, une période de semis particulière, et quand on débute, souvent, on achète un paquet de graines en hiver, et puis dès la mi-février, fin février, dès qu'on voit que l'hiver se termine, on commence à tout semer d'un coup. Évidemment, c'est la catastrophe, puisque s'il y a des choses qu'on peut semer dès la mi-février, hein, les radis, les fèves, les pois, les choses comme ça, il y a d'autres espèces qui ont besoin de plus de chaleur, plus de lumière, qu'on sème beaucoup plus tard. Donc on sème par exemple les tomates plutôt vers la mi-mars, les cucurbitacées plutôt vers la mi-avril. Et pourquoi ces dates? Puisqu'en fait, on se base sur la période des saintes glaces. Les saintes glaces, ce sont les 3 derniers jours avant le 15 mai. Et en France, on considère en général que c'est la date à laquelle on n'a plus de risque de gel sur les cultures. Donc, comme une cucurbitacée prend environ 1 mois pour se développer avant d'être mis en terre, on la plante vers le 15 avril. Comme une tomate peut tenir environ 2 mois dans un pot, on la plante vers le 15 mars. Mais si vous plantez vos tomates au 15 janvier, vous allez devoir les garder 4 mois en pot. Et là, évidemment, la plante va avoir du mal, va souffrir. Et donc, quand vous allez la planter, vous allez planter une plante abîmée. Donc, le mauvais timing, c'est la première erreur. Autre problème de timing, c'est quand on sème plein de trucs d'un coup. C'est-à-dire que vous allez semer 50 salades d'un coup. Donc si vous semez 50 salades d'un coup, vous allez avoir 50 salades arrivées à maturité d'un coup. Et à moins que vous soyez un régiment chez vous, manger 50 salades dans la même semaine, ça va être compliqué. Donc il y a aussi un problème de timing par rapport à l'espacement des semis, hein, les radis, les salades, toutes ces choses-là qu'on mange régulièrement. Mais si on les mange régulièrement, il faut les semer régulièrement. Donc le mauvais timing, c'est la première grosse erreur quand on fait du semis. La deuxième grosse erreur quand on fait du semis, c'est le problème du substrat, du mauvais substrat. Alors c'est vrai que parfois on se dit, bon bah, j'ai un beau jardin, j'ai une bonne terre, je vais aller prendre un peu de terre dans mon jardin, je vais faire mes semis dedans, et puis ça ira très bien. Alors ça peut arriver, ça peut marcher, mais c'est assez rare en fait. Pourquoi? Parce que les graines, les semis ont besoin d'une terre très souple, très légère, très drainante, pour se développer correctement, hein. C'est une toute petite chose, une graine. Et quand les racines commencent à pousser, si elles ont une terre trop argileuse, trop sableuse, trop dure en général, les racines ont du mal à se frayer un chemin, et donc vont avoir du mal à se développer. Donc, je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours sur le semis en caissette, où je vous expliquais comment je faisais mon propre terreau de semis. Maintenant, si vous voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez acheter du terreau à semis tout fait. Alors c'est un peu cher, mais en tout cas, vous serez sûr que vous n'aurez pas de soucis. Parce que si vous utilisez un terreau qui est pas sain, vous risquez ce qu'on appelle la fonte des semis. La fonte des semis, ce sont des maladies cryptogamiques qui s'attaquent aux jeunes plants et qui sont fragiles. Et donc vous allez faire vos semis, vos plants vont commencer à se développer, et puis vont être attaqués, puis vont fondre, hein, vont disparaître. Donc le mauvais substrat, c'est la deuxième grosse erreur à éviter quand on fait du semis. La troisième erreur qu'on fait souvent, c'est un problème de semis trop dru ou trop profond. Alors normalement sur les graines que vous achetez, au dos des graines que vous achetez, vous avez des indications qu'il faut absolument respecter. On vous indique la profondeur de semis, on vous indique l'espacement, et parfois on se dit non mais moi je vais en mettre un peu plus parce que j'ai pas trop d'espace, donc je vais mettre un peu plus, et puis comme ça j'aurai plus de plants sur l'espace. Alors c'est un peu souvent une erreur, parce que si vous semez trop dru ou trop profond, trop dru vous allez avoir des plants qui vont se gêner, donc qui vont mal se développer, et puis vous allez avoir du mal à dépatouiller quand il va falloir les repiquer. Et puis trop profond, vous risquez un pourrissement, parce que si la graine a du mal à se développer avant de sortir de terre, elle va pourrir dans la terre, et donc ça posera aussi un souci. Donc le semis trop dru ou trop profond, c'est la troisième erreur à éviter quand on fait du semis. La quatrième erreur à éviter quand on fait du semis, c'est une des erreurs les plus fréquentes, c'est laisser filer ses semis par manque d'éclairage. Alors c'est vrai que vous savez que les semis ont besoin de lumière pour se développer. Alors pas tout au début, hein, quand vous semez le moment du semis jusqu'à ce que les premiers cotylédons sortent. Les cotylédons, ce sont les premières fausses feuilles qui sortent, hein, parce que les deux premières feuilles, c'est ce qu'on appelle les cotylédons, et ensuite vous avez des vraies feuilles. Donc tant que la graine n'a pas germé, elle n'a pas forcément besoin de beaucoup de lumière, ça dépend des espèces, mais disons que souvent, même dans une lumière limitée, on va dire, la graine pourra se développer. En revanche, dès que la graine a germé et que les premiers cotylédons apparaissent, là, la plante a tout de suite besoin de lumière, et souvent, par manque de lumière, on est au mois de février, on n'a pas forcément une fenêtre exposée sud, on met ces plantes comme on peut à la lumière qu'on a, et puis on voit le célèbre filage. Hein. Alors je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la façon de bien éclairer ses semis en intérieur, donc je vous remets le lien évidemment. Mais c'est vrai que c'est vraiment une des erreurs principales. On se met à avoir des tas de tiges qui vont à la recherche de la lumière, et même si vous arrivez à sauver ces plants, souvent ce seront des plants qui vont être un peu on va dire abîmés par cette recherche initiale de lumière, et qui ne donneront pas forcément des très bons plants. Donc le manque de lumière, c'est vraiment un des problèmes principaux qu'on rencontre lorsqu'on fait du semis.
Cinquième erreur fréquente quand on débute et qu'on fait du semis, ce sont les problèmes de mauvaise température. Chaque espèce a sa température de germination. Vous avez des plantes qui germent très bien entre 5 et 10 degrés. Vous avez la salade, vous avez les radis, vous avez les pois, les fèves. Tous ces légumes qu'on sème en février à l'extérieur, ce sont des légumes qui poussent très bien, même au froid, même si la graine est au froid, même s'il y a un peu de gel parfois. En revanche, vous avez tout un tas d'espèces, les espèces tropicales, les cucurbitacées par exemple, les courgettes, les concombres, les melons, les pastèques, enfin les cucurbitacées, les solanacées, les tomates, les poivrons, les aubergines. Ce sont des plantes qui ont à la fois besoin de chaleur et pour certaines qui ont besoin d'un certain délai de maturité. C'est pour ça par exemple qu'on plante les poivrons et les aubergines dès le mois de février, parce que c'est une espèce qui a besoin et de chaleur et d'un certain délai pour bien se développer. Donc si vous semez vos poivrons et vos aubergines avec les cucurbitacées au mois d'avril, vous allez avoir une maturité assez tardive, et comme le froid arrive assez vite vers octobre-novembre, vous allez avoir des poivrons ou des aubergines qui ne vont pas avoir le temps de se développer. Donc vous avez besoin de la bonne température, de la bonne période de développement. Et puis alors il y a aussi certaines plantes qui ont besoin à la fois de froid et de chaud. C'est ce qu'on appelle la stratification. Il y a certaines graines qui, si elles n'ont pas eu 90 à 100 jours de froid pendant l'hiver, ne pourront pas correctement se développer. Donc c'est un problème de conservation des graines. Par exemple, si vous voulez faire du semis de pommiers, si vous avez envie d'avoir des porte-greffes de pommiers, ou même de tenter des nouvelles variétés de pommiers chez vous, alors vous pouvez tout à fait semer des pépins de pommes, mais si vous avez gardé vos pépins de pommes à l'intérieur dans une petite enveloppe chez vous à 20 degrés pendant tout l'hiver, il y a peu de chances que vos pépins lèvent parce qu'ils n'auront pas eu cette période de froid indispensable pour se développer. Donc vous voyez qu'il y a besoin parfois de chaud, parfois de froid, puis de chaud. Donc il faut vraiment regarder pour chaque espèce ce dont elle a besoin pour faire ce qu'il y a à faire. Autre chose par rapport à la température, parfois il est intéressant d'avoir ce qu'on appelle un tapis chauffant, une bande chauffante, qui est sous les semis. Parce que c'est vrai qu'une chaleur de fond permet souvent aux semis de bien se développer. Donc ça, c'est un équipement qui peut être un peu coûteux, ou alors vous pouvez faire des couches chaudes avec du fumier. Mais c'est vrai qu'une chaleur par le fond permet aussi aux semis de bien lever. Autre chose par rapport à la chaleur, si vous faites de la germination de patates douces par exemple, parfois on constate des pourrissements. Alors le pourrissement de la patate douce, c'est le plus souvent un problème de température. Si vous êtes à moins de 20 degrés chez vous, si vous chauffez chez vous à 17-18 degrés, parfois certaines personnes chauffent même en dessous de cette température, là les plantes tropicales comme la patate douce ou la chayote ne pourront pas se développer si vous êtes à moins de 20 degrés. Ou alors à moins que vous les posiez sur un radiateur ou des choses comme ça. Donc la température, c'est vraiment un des gros problèmes, on va dire un des problèmes principaux avec la lumière par rapport au semis des graines. Sixième erreur fréquente quand on fait des semis, ce sont les problèmes liés à l'arrosage. Alors trop d'arrosage, pas assez d'arrosage, trop d'humidité, pas assez d'humidité. Alors tout ça c'est un petit peu difficile de vous expliquer ça dans une vidéo. C'est vrai que le bon arrosage ça s'apprend avec le temps, avec l'expérience. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent une plante souffre de trop d'arrosage, souffre plus de trop d'arrosage que de pas assez d'arrosage. Pour maintenir la bonne humidité, vous pouvez mettre vos semis, il est souvent recommandé de mettre vos semis dans une mini-serre qui va conserver une atmosphère humide autour des semis. Et puis après, au niveau de l'arrosage, la bonne technique, c'est la technique du doigt mouillé. Vous mettez votre doigt en surface sur la terre. Et puis si vous sentez un peu de terre sur le doigt, c'est que votre terre est humide, donc il n'y a pas besoin d'arroser. Si vous sentez que c'est un peu sec, vous arrosez. Mais alors là, attention, quand vous arrosez, n'arrosez pas avec le gros arrosoir, avec un gros jet d'eau qui va tout faire, qui va tout exploser. Vous arrosez soit avec un petit pchit-pchit, sur la terre et pas sur les feuilles, ou alors vous avez aussi le système de pompe avec une petite baguette qui va pouvoir être dirigée très facilement. Donc ça, quand vous avez une mini-serre avec 25 plants dans la mini-serre, c'est pratique de pouvoir glisser le petit doigt de la petite pompe entre les plants. Vous arrosez bien le substrat et donc pas les feuilles, et comme ça vous allez avoir le bon dosage d'humidité et d'eau dans le substrat. Alors si vous avez des doutes, il vaut souvent mieux moins arroser que trop arroser, parce que les plantes résistent mieux à un peu de sécheresse qu'à trop d'eau. Mais en tout cas, les problèmes d'arrosage, c'est vraiment un des problèmes avec la lumière et avec la température, un des problèmes principaux des semis quand on débute. Septième erreur fréquente, c'est tarder à éclaircir. Alors éclaircir, ça veut dire éliminer les plants, en tout cas les séparer pour qu'ils puissent bien se développer. Et c'est vrai que quand on fait ces semis, parfois on met pas mal de graines, parfois un peu trop de graines, et puis les semis se développent, poussent un petit peu, et puis très rapidement ils se gênent les uns les autres. Alors si vous laissez trop longtemps vos semis trop serrés dans votre terrine par exemple, donc ils vont se gêner, ils vont mal se développer, et puis ils vont encore une fois avoir tendance à filer pour essayer de trouver de la lumière chacun de leur côté, et donc vous allez avoir des plants un petit peu ratés. Donc dès que vous avez des plants qui commencent à être un peu trop serrés, n'hésitez pas à éclaircir rapidement, pour que chaque graine qui a levé puisse bénéficier de sa place au soleil et se développer correctement.
Huitième erreur fréquente, quand on fait des semis, ce sont les problèmes de contenant. Alors chaque espèce, encore une fois, a un contenant adapté. Alors je vous ai pris ici quelques petits exemples. Là, vous voyez, vous avez un gros contenant. Alors ça, c'est le genre de contenant qui va être utile, par exemple, pour faire des cucurbitacées. Hein, si vous faites des potirons, des courgettes. C'est vrai que comme ça, c'est une plante qui se développe vite et qui a besoin d'espace, un gros contenant comme ça peut être pas mal pour les cucurbitacées. Ensuite, vous avez le plus classique, on va dire, c'est le pot de 7 par 7. Alors ça, c'est vrai que c'est passe-partout, ça permet de semer tout un tas de choses, et puis c'est le bon volume pour beaucoup d'espèces. Ensuite, vous avez le modèle en dessous qui va mettre, là c'est plutôt pour des choses type salade, des choses comme ça, qui est un peu plus petit. Et puis vous avez encore après le petit modèle en tourbe qui là permet de replanter directement tout le paquet. Alors c'est vrai que ce genre de choses, il faut faire attention parce que ça absorbe de l'eau, donc il faut faire attention avec l'arrosage parce que ça risque d'absorber beaucoup d'eau. Mais donc chaque plante a un contenant qui lui va bien. Et si vous mettez par exemple un potiron ou une courgette dans un pot comme ça, en quelques jours, les racines vont se développer et vont avoir du mal à pousser. Donc bien adapter le contenant à l'espèce. Autre chose par rapport au contenant, vous pouvez aussi utiliser des petites choses comme ça de récup, vous savez, des petits bacs de salade, de choses comme ça, que vous pouvez utiliser pour faire des mini-serres. Vous pouvez utiliser ce genre de petites boîtes de croissants, de pain au chocolat ou de grande surface. Alors ça, vous avez une mini-serre qui est tout adaptée. Vous voyez là par exemple, j'ai mis 6 pots de 7 par 7. Et donc là, vous avez la serre tout adaptée. Et là, vous pouvez faire 6 plants de tomates pour quasiment rien. Et ça nous amène à la 9e erreur. Quand vous avez ce genre de petite serre, c'est des problèmes de transition. Vous avez fait vos semis à l'intérieur, tout va bien. Et puis, il y a des jours de soleil et vous dites, tiens, je vais mettre ma petite serre au soleil. Et faut faire attention parce que dans ce genre de serre, la température monte assez vite, dans toutes les serres d'ailleurs. Et donc, si vous mettez vos plants en plein soleil alors qu'ils n'ont pas été habitués, ils risquent de cramer. Hein, ça peut monter, la température peut monter assez vite, et donc vos plants risquent de cramer. Donc, vous avez tout intérêt à ouvrir la serre quand les jours où il fait chaud et beau. Vous la sortez ouverte. Mais là encore, il faut faire attention, parce que là, on va avoir deux nouveaux problèmes. Ce sont les problèmes d'UV, parce que vos plants qui ont poussé à l'intérieur, ils n'ont jamais eu d'ultraviolet, et le soleil diffuse des ultraviolets. Et donc, si vous mettez du jour au lendemain vos plants qui n'ont jamais vu d'ultraviolet, vous les mettez toute la journée en plein soleil, là encore, ils vont avoir des soucis, parce qu'ils vont être comme nous, ils vont prendre un coup de soleil. Autre chose, s'il y a du vent, vos plants en intérieur, d'ailleurs vous avez intérêt pour les plants intérieurs à mettre un petit ventilateur, mais si vous ne l'avez pas fait, vos plants vont se retrouver avec peut-être du vent, des choses un peu fortes, et vont avoir parfois du mal à supporter. Et donc la 9e erreur, c'est de bien gérer la transition entre l'intérieur et l'extérieur, et de procéder progressivement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir sortir progressivement vos plants. Par exemple, la première semaine, vous allez sortir le matin, 2-3 heures au soleil, que les plants s'habituent doucement, les plants s'habituent doucement aux UV, au vent, etc. Et puis en quelques jours, en une semaine, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des jours, leur donner un peu plus de soleil, et en une semaine, vous pourrez ensuite les mettre à leur emplacement définitif. Ça nous amène à la 10e erreur. Encore une fois, on refait la boucle sur le timing. C'est la sortie des plants. C'est vrai que parfois, si on a semé trop tôt, hein, c'est ce qu'on disait au début, si on a semé trop tôt, on a des plants qui se développent de plus en plus, on a du mal à les garder à l'intérieur. Et donc, on arrive vers la mi-avril, fin avril, et puis on se dit, mes plants sont trop gros, je les plante, j'ai plus de place, je les plante. Et c'est là que parfois vient l'erreur. Si vous avez une gelée tardive, il y a 1 an ou 2, ici en Gironde, on a eu un gel le 29 avril. Donc tous ceux qui avaient mis leur plant de courgettes le 25 avril en terre en disant ça y est, on est fin avril, tout va bien, ils ont perdu tous les plants qu'ils avaient achetés puisque ça a cramé. Il suffit d'une nuit, hein, si vous mettez des plants de courgettes ou des plants de concombres, des choses comme ça, au gel, même une seule nuit, c'est mort, vos plants sont fusillés. Donc 10e erreur, c'est le mauvais timing pour la plantation. Si vous arrivez à début mai, vous pouvez regarder la météo à 10 jours. Si vous voyez que dans les 10 jours qui viennent, vous n'avez aucun gel annoncé, vous pouvez planter à partir du 1er mai. Mais faire attention à ces petits gels tardifs qui parfois fusillent les plants qu'on a chouchoutés pendant 2 ou 3 mois. Voilà, maintenant vous avez à peu près tout sur les semis. Moi j'ai dû mettre à l'abri parce que il continue à pleuvoir, donc c'est un mois vraiment compliqué cette année. Toujours est-il que maintenant que vous savez faire vos semis, il faut savoir une chose importante, c'est comment les éclairer. Parce que soit vous avez une fenêtre plein sud, et vous pouvez essayer de mettre vos semis devant cette fenêtre pour qu'ils aient un maximum de lumière. Mais c'est vrai que dans nos régions, en janvier, février et mars, on a des journées très courtes encore, hein, même si on gagne 2-3 minutes de soleil par jour, ce sont encore des journées courtes. Et les plantes, évidemment, pour se développer, ont besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. Et dans ces cas-là, alors vous pouvez mettre vos semis, si vous avez une fenêtre sud, vous pouvez les mettre au sud et ils n'auront pas une lumière optimale, mais ils arriveront à peu près à se développer.
Et si vous n'avez pas de fenêtre sud, il faut passer par un système de lumière artificielle pour pouvoir faire en sorte que vos plants, vos semis aient assez de lumière pour pouvoir se développer correctement. Là encore, je vous avais fait une vidéo complète sur la façon de bien éclairer ces semis. Et c'est ce que je vous invite à voir maintenant. C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose de parler semis et notamment éclairage des semis. C'est vrai que quand la mi-février arrive, c'est le bon moment pour commencer certains semis, pas tous, mais certains. Et quand on veut commencer ces semis en février, on a deux problèmes qui sont le froid et le manque de lumière. Alors pour répondre à ces deux problèmes, on a deux solutions qui elles-mêmes vont amener deux nouveaux problèmes. On a la solution de la serre ou du châssis hors gel. Donc le problème c'est qu'il va falloir maintenir une certaine chaleur pour éviter les nuits froides et puis les gels, parce que les semis supportent assez rarement les gels, sauf pour certaines espèces, mais en général les semis n'aiment pas trop le gel. La deuxième solution c'est faire des semis à l'intérieur, mais là le problème qui va se poser c'est le problème de la lumière. Parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, on n'a pas toujours assez de lumière pour faire ces semis. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la deuxième solution, qui est de faire ces semis en intérieur, parce que c'est la solution qu'une majorité de jardiniers adoptent. Le plus souvent parce que tout le monde n'a pas la place ou les moyens de mettre une serre ou un châssis chez soi. Donc quand on veut faire ces semis en intérieur, on va voir comment faire pour bien éclairer ces semis. Est-ce qu'une fenêtre bien exposée suffit ou est-ce qu'il faut du matériel complémentaire? Donc pour savoir ça, quels sont les outils pour mesurer l'intensité lumineuse qu'on a derrière ces fenêtres? S'il faut du matériel, quel matériel choisir? Est-ce que c'est pas trop cher? Et puis on verra pour terminer une partie un peu plus technique sur la lumière idéale pour les plantes. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, on va commencer par la solution la plus adoptée par les jardiniers amateurs, c'est la fenêtre exposée sud, alors sud-est ou sud-ouest. Alors c'est une solution qui peut avoir certains avantages, c'est qu'elle coûte rien. L'inconvénient c'est que c'est assez limité, parce que vous voyez, même si on a une grande fenêtre, on a 1,30 m ici 1,30 m de fenêtre, mais on n'a quand même pas beaucoup de plantes qui sont disposables ici. Et le problème c'est que l'intensité lumineuse baisse beaucoup dès qu'on s'éloigne du bord de la fenêtre. Donc ici vous voyez je vais être pas mal, mais dès que je vais venir ici, c'est-à-dire 50 cm plus loin, tout de suite la lumière va être beaucoup moins forte. L'autre inconvénient de la solution de la fenêtre, c'est qu'on va avoir de la lumière 2-3 heures par jour, à un moment où le soleil sera sur cette fenêtre. Mais tout le reste de la journée, on sera très faible, donc on aura une intensité très basse. Par exemple, si je vais ici, qui est juste à côté, où j'ai une autre fenêtre, qui elle est exposée sud-ouest, donc pas encore éclairée, puisqu'on est le matin, ici, les plantes qui sont là, vous voyez qu'elles sont quasiment dans l'ombre. Donc vous voyez que cette solution de la fenêtre au sud, elle peut avoir son avantage, son intérêt, simplement c'est un intérêt quand même assez limité, puisqu'on va avoir très peu de lumière dans la journée, puisque déjà les journées sont courtes, et puis en plus, même quand on va avoir de la lumière, la bonne lumière sera sur 2-3 heures maximum. Donc on va avoir des problèmes qui sont les célèbres problèmes de filage. Alors je vous ai fait exprès un petit semis de basique pour montrer le filage, parce que bon, tout le monde le connaît, mais je voulais quand même le montrer. Voilà ce qui se passe quand on sème des plantes qui ont besoin de soleil et qu'on les sème avec pas assez de lumière. Elles filent, c'est-à-dire que la tige de la plante cherche désespérément de la lumière et on pousse en longueur. Et ça va donner une plante faible qui risque de mourir. Donc voilà ce qui se passe quand on n'a pas assez de lumière. Donc on va voir quelles sont les solutions à ce problème. Si vous n'êtes pas sûr de l'intensité lumineuse dont vous disposez derrière vos fenêtres, il y a deux choses à savoir. D'abord, tout ce qui est exposition nord ne convient pas, parce qu'au nord vous n'aurez jamais assez de lumière pour vos plantes. Et si vous êtes au sud, vous avez une solution qui s'appelle le Luxmètre, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone à partir du Google Play Store ou de l'Apple Store, sont des applications gratuites, qui vous permettent, en positionnant votre téléphone à l'endroit où vous positionnez vos plantes, de savoir le nombre de lux, c'est-à-dire l'intensité lumineuse que reçoivent les plantes à cet endroit, et ça vous permettra de savoir, si vous n'avez pas au moins 10 000 lux la moitié de la journée, c'est pas la bonne place, c'est pas là qu'il faut mettre vos plantes. Alors on va maintenant les solutions artificielles, on va dire. Alors si comme moi vous pensez que vous n'avez pas assez de lumière dans votre appartement ou dans votre maison pour éclairer vos semis, vous avez la solution de l'éclairage artificiel. Alors souvent ça coûte assez cher, et moi j'ai décidé de créer ma petite solution perso, qui est une solution qui m'a coûté environ 50 €. Donc c'est un coût, je pense, raisonnable. On ne sait pas la portée de toutes les bourses, mais disons que c'est, on va dire, abordable, parce que surtout ça s'amortit sur au moins 3-4 ans minimum. Alors comment j'ai procédé? Au niveau du contenant, souvent les gens utilisent des étagères ou des armoires, des choses comme ça. Moi je suis parti sur une cage à lapin. Alors la cage à lapin, ça a pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est pas très cher, ça fait 50 cm sur 1 mètre, donc un demi-mètre carré. Neuf, ça vaut une trentaine d'euros, mais vous en trouvez souvent en occasion, parce que souvent les gens ont des lapins ou des cochons d'Inde et s'en débarrassent assez vite. Donc pour une quinzaine d'euros, vous trouvez ça assez facilement sur le bon coin. Donc 15 € pour le contenant. Et bien évidemment, le poste principal, ça va être l'éclairage. Alors au niveau de l'éclairage, j'ai choisi des tubes LED. Alors je vais vous montrer les références. C'est des tubes qui valent une quinzaine d'euros pièce. Donc comme vous voyez, ils font 12 watts, donc ils consomment très peu. Ils font 90 cm de long, donc ils éclairent quasiment toute la cage qui fait 1 mètre.
Ils font 6500 K, donc ça c'est la température de lumière, c'est la lumière froide, donc c'est ce qu'il faut pour le développement des plantes. Et ça fait 1080 lumens, donc une intensité lumineuse assez intéressante. L'avantage qu'a cette solution, je vais enlever la boîte, c'est que c'est très facile d'installation. Moi j'ai mis 10 minutes pour faire cette installation. Alors ça c'est des tubes qui se commandent sur internet, hein. Je vous dirai pas où j'ai commandé moi parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais ça se trouve assez facilement. Je vous mettrai le numéro du produit dans la description de la vidéo. Donc ça coûte 15 € par tube, donc là j'ai 30 € de tube LED. Et l'avantage que ça, vous voyez, c'est que vous allez fixer ça à la cage simplement avec deux serre-câbles. Serre-câble, voilà, 1 ou 2 €, hein, la boîte. Et puis vous allez pouvoir interconnecter avec le câble qui est fourni avec le tube, interconnecter les deux tubes entre eux. Et donc vous allez fixer les tubes. Là j'en ai mis 2. Alors idéalement il aurait fallu en mettre 3, mais j'ai voulu tester avec 2 pour voir ce que ça donnait, puis j'en mettrai un troisième si nécessaire. Ouais, si j'ai besoin d'en rajouter un troisième, il suffit que je branche le nouveau que j'achèterai ici. Et puis on branche ça sur une prise de courant. Et le gros avantage de cette solution, c'est que pour pas avoir de l'eau et l'électricité qui se côtoient trop souvent quand on arrose, on peut très facilement soulever le couvercle. Donc on enlève le couvercle avec l'éclairage, on débranche évidemment avant. On enlève le couvercle, l'éclairage, on met ça à 2-3 mètres de la cage. On fait son arrosage, on fait ce qu'on a à faire. Et donc on est tranquille, il n'y a pas de risque d'électrocution ou d'électricité qui se mélange avec l'eau. Au niveau de la conservation de la lumière, c'est vrai que la lumière, ce sont des photons, hein, c'est on va dire des molécules qui se déplacent pour aller éclairer les choses. Pour éviter de perdre ces photons, on peut faire un petit emballage. Alors voyez que j'ai pris un carton que j'ai recouvert de papier alu, donc ça coûte 0. Hein. Et puis vous pouvez emballer donc cette cage avec ce système qui fait que toute la lumière est conservée à l'intérieur et les photons qui normalement seraient sortis de la boîte se réfléchissent sur l'alu et retournent vers les semis. Voilà, donc l'avantage de cette solution, c'est que vous avez une intensité lumineuse qui n'est pas énorme, mais qui est normalement suffisante pour des semis. Vous pouvez laisser allumer ça 14, 16, 18 heures par jour. Moi, ce que je fais, c'est que je l'allume le matin quand je me réveille et je le coupe le soir quand je me couche. Donc, comme je dors moins de 8 heures par jour, c'est au moins allumé 16 heures par jour. Et le gros avantage des LED, c'est que ces deux tubes allumés 16 heures par jour me reviennent environ 4 centimes. Ça veut dire que si vous laissez vos semis éclairés pendant un mois à 16 heures par jour, vous allez dépenser 1,20 €. Donc vous voyez que la cage, 15 €, les deux tubes, 30 € livrés à domicile. En termes de consommation électrique, 1,20 € par mois. Donc pour moins d'une cinquantaine d'euros, vous allez pouvoir faire, selon la taille des godets, entre 60, 70 et 100 godets, si vous prenez des plus petits godets. Et donc faire tous vos semis tranquillement, avec la bonne lumière, avec la bonne température, en arrosant tranquillement. Si vous avez des serres couvertes, là par exemple ce sont des poivrons et des aubergines qu'on fait à partir de mi-février, qui commencent à lever et ils ont la bonne lumière. Alors ce qui est important, c'est que les semis soient pas trop bas par rapport à la lampe. Là ils sont juste en dessous. Idéalement il ne faut pas qu'ils soient à plus de 10-15 cm de la source lumineuse, parce que la lumière c'est quelque chose qui se dissout, on va dire, très rapidement. C'est-à-dire que si vous êtes très près, c'est un peu comme un pommeau de douche. Hein. Si vous êtes sous votre pommeau de douche, directement sous le pommeau de douche, vous allez avoir beaucoup d'eau. Si vous êtes à 50 cm du pommeau de douche, vous n'allez plus avoir beaucoup d'eau. Donc il faut que vos semis soient à, on va dire, 10 cm du néon. Alors, ce n'est pas un néon, c'est un tube LED, pour avoir un maximum de lumière. Vous voyez, par exemple, entre cet artichaut, alors j'ai fait des tests de semis d'artichaut parce que je fais des tests de semences, et puis quand je fais mes tests de semences, j'ai du mal à jeter les tests, donc je les garde. Mais enfin, en tout cas, mes semences d'artichaut sont en pleine forme. Mes semences de tomates vont bien aussi, même si c'est beaucoup trop tôt. Mais voyez, entre ce semis qui est à 10 cm plus bas que celui-ci, celui-ci va beaucoup plus profiter de la lumière que celui-ci qui est simplement 10 cm plus bas. Donc voilà, donc bien penser à mettre les semis au bon niveau. Donc moi, ce que j'ai fait pour surélever, parce que vous voyez que la cage est assez profonde, c'est que j'ai mis des polystyrènes en dessous, ceux qui contiennent les pots, et je les retirais au fur et à mesure de la croissance. C'est-à-dire que quand mes plants arriveront trop près des tubes, j'enlèverai les polystyrènes qui sont en dessous pour descendre donc mes semis, et qui donc auront 10 cm de plus à grimper. Donc cette solution-là, elle permet de faire des plants, de démarrer des plants, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les amener jusqu'à 10-15 cm de hauteur,
Ils vont normalement être bien trapus. Et une fois qu'ils auront passé cette première étape, il n'y aura plus aucun risque qui file. Et on pourra les passer en petites serres d'extérieur. Alors à propos de petites serres d'extérieur, je vous recommande cette petite serre que j'ai trouvée chez Action, les magasins Action. Ça vaut 10 €, c'est pas très cher. Et ça vous permet, une fois que vos plants feront 10-15 cm, de les positionner sur les étagères qui sont là et de le mettre à l'extérieur. Quand les plants seront à ce niveau-là, on sera en mars ou en avril. Et donc là, ça sera assez facile pour eux de supporter, quitte à rentrer le soir, les barquettes s'il fait vraiment trop froid. Mais disons que vous aurez fait d'une part des plants trapus dans la gros box, la boîte à semis, et puis ensuite vous pourrez les placer tranquillement dans cette petite serre d'extérieur qui permettra de les maintenir à l'abri du gel et du froid jusqu'au mois de mai. Voilà, pour bien comprendre l'intérêt de la solution, on voit la lumière qui est disponible le matin à 7h30 quand je me réveille, donc j'allume tout de suite. Vous voyez que dès le matin, les semis auront de la pleine lumière suffisante en tout cas pour la lever, alors que ceux qui sont en éclairage naturel sont encore dans la nuit. Donc le gros avantage, c'est que grâce à cette solution, vous allez pouvoir donner 16 heures d'alimentation lumineuse à vos semis, et ils vont donc se développer bien mieux que ceux qui sont à la lumière naturelle, qui n'est que d'environ 10 heures par jour au mois de février, donc largement insuffisant pour des semis. Alors pour ceux qui veulent creuser un petit peu la question de l'éclairage horticole, on va parler un petit peu technique. Les professionnels de l'éclairage horticole, d'ailleurs je remercie David Demel de lamphorticole.eu qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Donc les professionnels de l'éclairage horticole ont plein de termes techniques pour décrire la lumière. Alors ils parlent par exemple de PAR, qui est la quantité de radiation active au niveau photosynthétique, parce qu'une lumière peut avoir ou non une action sur la photosynthèse, elle peut être plus ou moins efficace sur la photosynthèse. On parle aussi de PPFD. Alors PPFD, c'est la densité de ce flux photosynthétique. Vous pouvez avoir un flux qui fait de la photosynthèse mais plus ou moins fort, donc il faut avoir un PPFD adapté. Et puis on parle aussi de DLI, qui veut dire Daylight Integral, c'est la quantité de lumière reçue dans la journée par 1 mètre carré exposé à la lumière. Donc mon petit système avec mes deux lampes a un DLI de 4 millions. On estime que pour les semis il faut environ 6 millions, donc avec mes deux tubes je suis à on va dire 66% de la dose nécessaire. Je le teste pour voir, pour que ça soit un peu moins coûteux, et puis si c'est nécessaire je rajouterai un troisième tube, donc j'arriverai à 6 millions, et donc là pour des semis je devrais être à peu près au bon dosage. En tout cas voilà, c'est une solution assez économique qui devrait être assez fonctionnelle. J'espère que cette solution vous plaira, et puis si vous avez d'autres solutions plus intéressantes, plus pratiques, plus économiques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous également. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche à droite du bouton abonné pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.